Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission de notre format Nos Amis les Libraires. C'est dans cette émission que l'on va à la rencontre de libraires aux quatre coins de la France pour aller simplement parler de leur métier et de la façon dont ils défendent les bandes dessinées et les comics dans leur rayon. Et l'idée, c'est déjà d'aller aux quatre coins de la France pour ne pas avoir que le prisme un peu très parisien des libraires, parce que c'est quand même une chose assez différente d'être sur Paris que d'être dans les autres régions. Et d'ailleurs, de toute façon, dans ce format, pour l'instant, on n'était que en dehors de Paris et on va continuer comme cela puisque nous sommes avec Juliette Ledoux. Salut Juliette. Bonjour Arnaud. Qui est libraire, qui est libraire en plus dans une grande ancienne, à la Fnac de la Pardieu à Lyon. Donc ça aussi, c'était un truc qui m'intéressait, c'était de ne pas aller interroger que des libraires dans des librairies indépendantes, puisque même dans des grands groupes comme ça, il y a des gens qui sont passionnés. On l'avait déjà vu dans ce podcast, de toute façon, avec Benoît Mainville, qui est chef de rayon à l'immense Fnac de la Défense. Donc toi, t'es pas encore chef de rayon, mais qui sait, on y arrivera peut-être bientôt. Mais surtout, t'es à Lyon. Alors là, techniquement, tu es venu jusqu'à Paris pour enregistrer. Donc déjà, merci à toi de prendre ton temps. Comment est-ce que tu vas ? Ça va. Plutôt bien. Ça fait donc 2 ans que t'es libraire à la Fnac, donc à Lyon. C'est ça. Et avant de parler vraiment de ton travail, j'ai envie juste de te connaître toi un petit peu. C'est quoi ton rapport au BD ? T'en as toujours lu et même aux comics, parce que voilà, j'ai envie un peu de voir quel est ton profil de lectrice avant d'avoir ton profil de libraire. Alors, moi, à la base, j'ai découvert les comics très très tard, comparé à beaucoup d'autres gens que j'ai entendu en parler. Chez moi, il y avait de la BD franco-belge, beaucoup de BD franco-belge, et j'ai jamais eu, ça existait même pas vraiment dans mon spectre d'attention, les comics. Les bibliothèques dans mon village, il y en avait pas. Il y avait pas de bibliothèque d'ailleurs. Dans les villes à côté, il y avait pas de comics dans les bibliothèques. Le seul moment où j'ai été en contact avec des comics, c'est quand je suis tombée par hasard sur 2 vieux numéros de Strange chez mes grands-parents, que j'ai retrouvé là du coup en y allant. J'étais contente. Mais du coup, ça sortait de nulle part. C'était en numéro 120 ou un truc comme ça. Je connaissais pas les histoires, je connaissais pas les personnages, je connaissais rien du tout. Donc ça m'a pas intéressé plus que ça. Ouais. Et c'est quand j'ai rencontré mon copain en fait qui lui lisait beaucoup de comics que j'ai plus découvert et que j'ai commencé à m'y intéresser parce que autant savoir ce qu'il lisait. Et donc j'ai commencé à lire l'Ancienne République de Star Wars et des Deadpool. Et du coup j'ai découvert ça comme ça et ça m'a plu parce que j'avais des histoires complètes que je pouvais comprendre. Et puis petit à petit, j'ai continué à en lire. Parce que tu dirais que c'est ça alors qui t'a, enfin pas forcément freiné, mais qui n'a pas déclenché forcément beaucoup d'attention, c'était que les numéros sur lesquels tu étais tombé, c'était vraiment pris en cours de route et que t'avais pas forcément un début vraiment identifié. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, c'est des trucs qui datent de 79. Oui, aussi, c'était du vieux papier. Ils étaient pas particulièrement bien entretenus ou quoi. Donc c'est du vieux papier jauni. Les dessins faisaient très vieux. Et c'est vrai que j'ai dû tomber là-dessus quand j'étais, je sais pas, en primaire ou collège. Et j'étais plus, j'avais lu, je lisais les BD qui traînaient chez moi. Mais j'étais beaucoup plus roman en fait, beaucoup plus roman de science-fiction, de fantasy, des trucs comme ça. Je suis désolé, mais on n'accepte plus ça. Les livres sans images, c'est pas possible. Non, maintenant, d'ailleurs, j'en lis plus. Voilà, t'as bien raison, c'est nul. mais justement, tu parlais de beaucoup de BD franco-belges dans ta maison familiale. C'était quoi alors ? Qu'est-ce que t'as lu toi quand t'étais j'ai lu tous les classiques Astérix, Tintin, Gaston, La Gaffe, et je lisais à peu près tout ce qui me tombait sous la main. Donc ça allait de Alix, Black et Mortimer, à Les Passagers du Vent, Loisel. Ouais, vraiment, là comme ça. Pas de manga dans le parcours ?
Pas du tout non plus. Aucun manga? Non. Même quand t'étais ado? J'ai découvert... mon frère était plus génération Pokémon. Du coup, on allait plus lui chercher des figurines Pokémon ou des trucs comme ça pour son anniversaire. Et du coup, on allait dans des endroits où il y avait des mangas. Et on a découvert Fruits Basket. Ouais. Mais du coup, j'étais au lycée. Et c'est vrai que j'ai adoré. Mais je suis pas allée chercher plus que ça, en fait. Parce qu'on habitait quand même dans un village, du coup, dans les calanques autour de Marseille. D'accord, oui, avec donc t'es pas 3000 habitants, sans aucune librairie, espace culturel, rien du tout, en fait. Ouais, désert culturel un peu. Ouais, un peu, ouais. Ouais, non, c'est assez chaud parce que c'est vrai que moi j'étais aussi dans un petit village, mais proche banlieue de Strasbourg quand même. Donc, déjà, on avait accès, ma maman nous emmenait parfois à la bibliothèque ou aux bibliothèques de Strasbourg. Et là, donc là, on avait quand même un accès à des bandes dessinées. Et puis après, on a eu de la chance d'avoir une médiathèque qui a ouverte dans mon petit village. Et vraiment à littéralement 100 mètres de ma baraque. Donc, je sais qu'en été, je pouvais faire 3 allers-retours à la journée pour lire des BD, quand tu te fais chier en été, que Internet n'existe pas. C'est vrai que ça facilite grandement les choses. On avait quand même... fallait aller en voiture dans les villes d'à côté plus grandes où il y avait des bibliothèques un peu plus fournies. Mais c'est vrai que vu que j'étais vraiment dans les romans, j'avais pas... Et puis, vu que j'avais pas le droit de regarder la télé, j'avais pas non plus de... Attends, on a eu les mêmes parents, en fait. C'est terrible. En fait, c'est ça. Ils se sont dédoublés dans 2 villes différentes. Tu es ma sœur d'une autre dimension. C'est ça. Ouais, du coup, j'avais pas non plus cette envie de retrouver les dessins animés que j'avais vus à la télé ou les trucs comme ça, parce que je les connaissais pas. Ça, t'avais pas d'affect, effectivement. Donc, t'avais que les livres pour t'évader. Voilà. Et pour t'occuper. Et c'est vrai que donc ça fait que 2 ans que tu es, c'est déjà long, hein, mais ça fait que 2 ans que tu es libraire. Mais comment tu en es venu à là? Parce que c'était pas forcément un métier que tu envisageais de faire. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer comment on en arrive à devenir libraire dans ton cas? Alors, j'ai pas vraiment su très vite ce que j'avais envie de faire comme boulot. Ouais. Donc j'ai fait d'autres études. J'ai essayé de faire des études d'infirmière. J'ai finalement pas aimé ça du tout. J'ai fait une licence en histoire et un master en archivage numérique qui mène plutôt à des métiers de bureau avec des horaires très chiantes et pas de trucs qui m'intéressaient particulièrement. Et du coup, j'ai assez vite pensé à me reconvertir sans savoir exactement dans quoi. Et puis, c'est vrai que j'étais énormément dans la lecture, dans les trucs comme ça. Donc, je me suis dit que je pouvais essayer de chercher un boulot en rapport. Et j'ai candidaté, en fait, un peu par hasard. Pardon. Pour un poste de chargé de clientèle à la librairie Erol à Paris là, et du coup j'ai été prise. Donc je travaillais toujours dans un bureau parce que je gérais les commandes de livres des musées, des bibliothèques, des ministères, des trucs comme ça. Mais j'étais dans une librairie et donc je pouvais quand j'en avais marre de travailler dans mon bureau, descendre dans la librairie, regarder les nouveautés, aller voir comment ça se passait, comment ça fonctionnait, aller voir les services de réception, les services d'édition et tout, me balader un peu. Et c'était super intéressant. Et est-ce que juste tu connaissais un petit peu cet univers ou pas du tout? Pas du tout. Ouais. Bon, vraiment, je sais pas, il y avait de la lumière, je suis rentrée et on m'a embauchée parce que j'avais bac+5 et que je savais, je sais pas, écrire. Ça devait être pour ça. Mais t'étais toujours quand même lectrice donc et cliente de librairie en tant que telle, quoi. Ça t'a jamais quitté? Ah oui, toujours eu par contre, j'ai toujours aimé lire. Quand j'étais petite, je faisais à peu près que ça. Et du coup, ouais, non, c'est vraiment mon passe-temps principal.
Il y a quelque chose qui t'a marqué un petit peu quand t'es arrivé donc chez Erol par rapport à ce que tu pensais être la librairie ou le métier de libraire et quand t'es arrivé, même si t'étais pas encore libraire, mais que t'as vu sur place des choses où tu t'es dit ah ouais en fait ça fonctionne vraiment pas comme je le pensais. Pas vraiment. Je pense que j'avais une vision assez pas du tout idéalisée du métier. Ouais. Je me disais pas ouais c'est trop cool, les libraires ils passent leur journée à lire et j'étais pas mal en plus. L'ambiance d'équipe était vraiment très bonne et on travaillait beaucoup du coup avec le service de réception et d'envoi qui prépare les colis et qui les récupère en fait quand tout arrive. Donc je voyais la quantité de cam qui arrive en fait tous les jours. Donc c'était rapidement très évident que c'est un taf qui demande beaucoup plus de manutention que ce que les gens pensent. Et que ce que les gens pensent. Parce que les gens arrivent en librairie et voient le libraire qui les renseigne ou qui les renseigne pas, mais ils voient pas les libraires qui font les cartons, qui reçoivent tous les offices toutes les semaines ou toutes les nouveautés et qui font les cartons pour les retours. Le nombre de gens que j'entends en librairie qui regardent autour et qui font j'aimerais trop travailler là, je pourrais passer mon temps à lire et tout. Surtout que maintenant dans mon rayon il y a des fauteuils. Ah et bah donc, oui. ouais. Mais ils sont pas pour vous. Ils sont pas pour moi. Du coup, il y a des gens qui se posent, qui disent, ils font, je pourrais faire ça toute la journée. Bah non, parce que moi, je suis pas sur le fauteuil, donc. Bah oui, parce que sinon, après, ça pourrait être bien, mais tu loupes un peu une partie de ton taf. Voilà. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a un truc qu'on n'a pas forcément abordé, je pense, dans les autres podcasts que j'ai fait avec tes collègues, c'est les envois, enfin, parce que le fait qu'il y a des bibliothèques ou des organismes plus institutionnels alors qui peuvent commander des livres aux librairies alors que ça... Ouais, c'est des gens, enfin, dans le cas, en tout cas, du service dans lequel je travaillais, c'est des organismes qui lancent des appels d'offres. Parce que leurs services ont des bibliothèques, les musées par exemple ont besoin de livres pour les chercheurs ou pour quand ils lancent des expositions, des trucs comme ça. Les ministères, ils ont des bibliothèques pour les gens qui travaillent avec eux. Pareil pour les écoles, il y a des CDI, des trucs comme ça. Et du coup, ils doivent faire des appels d'offres auxquels des librairies vont répondre. Et celui qui remporte le marché, qui propose le meilleur arrangement finalement, vitesse de livraison, délai de livraison, capacité à fournir à peu près tout ce qu'on demande ou pas, va jouer. Et donc après il y a dans notre cas un service dédié à ça qui va répondre uniquement aux demandes de ces gens. D'accord, ouais, donc le CDI d'une école peut être livré directement par une librairie qui aura récupéré en fait la proposition d'offre de. C'est ça. On a un CDI, on veut tant et tant de bouquins de tel et tant style de gens différents. Est-ce que vous pouvez répondre à notre demande ? C'est ça. Alors après pour les écoles en général, ça marche par mairie. On va gérer, par exemple, là on travaille avec les crèches de Paris. On va gérer les crèches de tant d'arrondissements et c'est une autre librairie qui aura récupéré les autres arrondissements. Parce que potentiellement, on peut pas gérer tout. Oui, tu vas pas. Ça fait trop de gens. Faut pas être trop gourmand non plus. Ouais, voilà. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on se pose pas forcément la question en fait de tous ces endroits où il y a plein de bouquins parce que et surtout en fait parce que moi j'aurais pu m'imaginer que il les commandait directement aux maisons d'édition en fait. Ouais. Mais en fait non, il y a un intermédiaire. En fait, c'est pratique de travailler avec une librairie parce que du coup ça centralise. Bah oui. Après, je sais que là c'était pas mon cas parce qu'ils avaient des gens qui faisaient de la veille vraiment pour eux pour savoir ce qu'ils voulaient, mais il y a des libraires qui vont dans les bibliothèques qui leur présentent un catalogue en leur disant ça c'est bien comme un représentant en fait, et qui vont directement voir avec les bibliothécaires ce que la bibliothèque va leur commander. Ok, trop bien. T'as fait combien de temps alors chez Erol ? J'ai fait 3 ans, je dirais. Je suis très mauvaise en date. Pas de souci. 3 ans. J'ai arrêté pas très longtemps après le Covid. Ok. Donc, ça doit être à peu près ça.
c'est pas le Covid qui t'a fait arrêter parce que ça a été compliqué pour les librairies, notamment lors du premier confinement. Hein, donc, on était confinés. Parce que pour le coup, nous, on n'avait plus de clients parce que vous n'aviez pas le droit d'ouvrir, de toute façon. Tout le monde, et puis nous, tous les gens qui travaillaient avec nous, les universités étaient fermées, même les ministères, en fait, tout était fermé. On pouvait plus travailler avec personne. Ouais, chômage technique, vraiment, quoi. Voilà, vraiment chômage technique. Ouais, du coup, c'était calme. C'était les vacances. Et donc, j'ai redéménagé à Lyon, en fait. Je suis retournée à Lyon. Parce que tu avais vécu à Lyon déjà auparavant pendant tes études. J'avais fait mes études à Lyon. J'avais un peu commencé à travailler là-bas. Mon copain avait pu obtenir le poste qu'il voulait, mais à Paris. Donc, on a déménagé à Paris. Et puis après quelques années, finalement, reparti à Lyon. Et donc là, tu recherches du nouveau du taf. C'est ça. Et là, par contre, avec ton expérience peut-être chez Erol, alors tu dis, je veux continuer à bosser avec des bouquins. C'est ça. Du coup, j'avais passé un entretien chez Décitre qui a le même type de service qu'Erol, qui a vraiment un service dédié aussi aux clients sous contrat. Mais en fait, j'avais plus envie de travailler dans les bureaux. Rester assise toute la journée, c'était vraiment pas mon truc. Je l'ai vu chez Erol parce que je descendais aider les gens qui préparaient les colis ou les trucs comme ça. C'est limite que t'avais envie d'aller les aider pour faire autre chose, quoi. C'est ça. Genre, ouais. C'était vraiment ça. Ma chef était très cool et du coup, si j'avais géré tout ce que j'avais à gérer, je pouvais juste descendre et aller filer un coup de main et faire de la réception ou faire des envois pour bouger. Et donc, je m'étais dit que non, j'avais plus envie de travailler dans une librairie et découvrir un peu cette partie-là du métier. Et c'est pas facile d'être embauché en librairie. Ah ouais. C'est très concurrentiel. Il n'y a pas des masses de place. Non, ouais. Et ils prennent plus des stagiaires, des gens en école pour faire de l'alternance ou des trucs comme ça, que des gens qui sont en reconversion et qui n'ont aucune formation. Et puis j'ai été embauchée par la Fnac pour faire une fin d'année en jeunesse. La Fnac recrute énormément du coup de gens en fin d'année. C'est quoi enfin pour la période de Noël. Okay, pour renforcer les effectifs. Et si ça te plaît, si tu bosses bien, si on a vu que t'étais motivé, on te rappelle pour d'autres missions, s'il y a des remplacements, s'il y a d'autres moments où on a besoin de toi. Et a priori, du coup, j'ai bien bossé et on m'a réembauché pour plusieurs missions avant que je me fasse embaucher en CDI. Mais est-ce que c'est impressionnant quand même que tu passes d'une petite librairie, enfin, je sais pas quelle est la taille de la librairie Erol, mais on va dire que c'est par rapport à la Fnac, c'est certainement petit. Et oui, effectivement, t'as pas suivi de formation telle quelle. Et t'arrives sur le tas dans la Fnac Pardieu qui est quand même assez grande aussi. Bellecour en fait. Non, j'ai été embauchée à Bellecour. Ouais. C'était à Bellecour d'abord, ouais. Ok. Et je sais pas du tout quelle taille ça, mais c'est très, voilà, donc c'est grand. Comment t'apprends les rudiments sur le tas comme ça? Alors globalement à la Fnac, on te monte ton rayon, on te dit tu travailles là, voilà ta réserve, voilà ce que tu dois remplir, voilà, débrouille-toi. C'est très formateur du coup. On te montre vite fait comment fonctionne le site internet pour gérer les ventes ou les commandes des clients. Et c'est à peu près tout. D'accord. Mais alors, du coup, pour ceux qui ont jamais bossé à la Fnac, c'est quoi ce principe? C'est donc que tu as ton rayon dédié. Ouais. Et il faut que tous les articles soient toujours tous au même niveau en permanence. Et donc, dès qu'il y a quelqu'un qui achète un bouquin, il faut que tu ailles à la réserve en reprendre un. Alors, ouais, on t'embauche pour un rayon spécifique. Et même des fois, en fin d'année, par exemple, tu es assez nombreux pour vraiment même une section spécifique de ton rayon. Par exemple, là, en jeunesse, vu que c'est très grand... je gérais surtout les jeux de société, les jouets, les figurines pop. Il y en a encore. Beaucoup. Ah ouais. Ouais. Je croyais que ça avait disparu. C'est plus que dans les Fnac. D'accord, c'est pour ça. Et en fait, ouais, alors, la fin d'année, c'est un peu
différent parce qu'il y a énormément de passages, beaucoup de gens qui achètent beaucoup de trucs. Tes rayons se vident très vite. Du coup, dès que tu vois qu'effectivement il manque des trucs, tu vas remplir. Mais t'es livré tous les matins de nouvelles cams que tu vas. C'est que des caisses de réassort en fait que tu vas ranger en rayon toute la journée parce que t'en as énormément. Et après, t'as aussi, quand c'est des périodes moins stressantes, t'as des listings, en fait, que tu peux sortir tous les jours de tout ce que t'as vendu. Et tu vois que si tu vois que t'en as plus en rayon, tu vas effectivement retourner chercher à en remettre. Et c'est toi qui passes les commandes si tu vois qu'il y en a plus en réserve, parce que j'imagine qu'à un moment, même si t'es livré tout le temps, où il y a peut-être des items qui partent plus lentement. Donc, là, on a la main sur tout. On peut repasser des commandes comme on veut, des quantités qu'on veut, de tout ce qui est en rayon, rajouter de nouveaux trucs. Enfin, on a vraiment la main sur tout ce qu'on peut faire. D'accord, ouais. C'est la direction qui vous laisse l'autonomie, alors. Oui, on est vraiment complètement là dans le rayon BD dans lequel je travaille. Je gère intégralement mon rayon. Il y a personne au-dessus qui va me dire tu dois faire ça. Je décide toute seule comme une grande de tout ce que je fais. Et c'est comme ça depuis le début, alors, parce que donc t'étais à Belleville d'abord et donc là maintenant t'es à Pardieu, donc la transition se fait comment Là en fait j'avais été embauchée pour faire une fin d'année. On m'a rappelé pour faire des petites missions courtes, remplacement pendant les vacances, et ensuite on m'avait embauchée sur un contrat plus long sur le rayon littérature étrangère où j'étais restée 6 mois du coup. Et après, mon ancien responsable de Bellecour qui était parti au magasin de la Pardieu m'a proposé de venir bosser dans le rayon BD à Pardieu parce qu'il savait que c'était ce que j'aimais et la littérature étrangère beaucoup moins. Surtout qu'après, dis-moi si je dis une bêtise, mais t'es libraire dans un rayon comme ça, tu dois aussi connaître. Oui. T'as intérêt à connaître ce que tu veux, mais après, c'est pas une librairie enfin, la Fnac, après, je peux me tromper, mais j'ai pas l'impression que ce soit une librairie dans laquelle tu rentres en étant spécialisé à la base. Tu te spécialises parce qu'on te donne un rayon, mais à la base, tu le connais pas forcément. Il y a beaucoup de mes collègues qui ont travaillé quasiment toute leur vie à la Fnac. Ou alors, j'ai beaucoup de mes collègues maintenant, c'est leur premier poste, en tout cas, en tant que libraire. Donc, c'est une enseigne qui va te perfectionner dans quelque chose. Donc, à la base, effectivement, la littérature étrangère, j'y connais pas grand-chose. Mais après 6 mois à avoir travaillé dans le rayon, avoir vu les représentants qui me proposaient les titres, avoir emprunté des livres pour les lire. J'ai déjà lu des romans, donc je connaissais quand même quelques trucs. Mais tu t'apprends à connaître, en fait. T'apprends à te débrouiller et à conseiller du mieux que tu peux. Mais généralement, est-ce que tu peux facilement changer des rayons ou c'est mieux de faire, entre guillemets, une carrière dans un rayon donné? Non, tu peux changer. Tu peux faire une demande si, par exemple, ton collègue en Beaux-Arts part, son poste s'ouvre et toi, tu peux dire, moi, je suis intéressée pour changer de rayon et aller travailler là-bas. Après, c'est accepté ou pas. Ouais, mais donc il y a bien quand même une forme de ce que tu disais de spécialisation. En fait, tu peux pas. Quand tu dis je suis libraire Fnac, ça veut rien dire. Il faut dire je suis libraire Fnac. Ouais, je suis libraire BD. Libraire, voilà, c'est ça. Voilà, c'est libraire là-dedans, quoi. Et donc, j'imagine effectivement que la BD, c'est ce qui te passe, ça t'était resté et que tu voulais aller là-dedans. Alors, ouais. Okay. C'est ce qui m'intéressait le plus. Il le savait parce que du coup, il lit aussi beaucoup de comics, mon ancien responsable. Et donc, quand ils ont cherché quelqu'un, parce que la personne en BD était partie faire une formation longue durée, elle dit Juliette, est-ce que ça t'intéresse? Je dis oui. Et voilà. Ok. Comment tu décrirais un petit peu le quotidien d'un libraire dans un espace aussi grand qu'une Fnac alors? Finalement,
même si c'est très grand, ton rayon à toi, il est plutôt restreint. Je suis à peu près certain que ton rayon est peut-être quand même plus grand que parfois des librairies entières, mais c'est possible, effectivement. Il y a beaucoup. Mais admettons que c'est sûr que t'as pas non plus 200 mètres carrés à gérer. Oui. Après, c'est vrai que on est forcément appelé à se déplacer d'un rayon à un autre en fonction des demandes des clients, parce que les gens qui viennent dans le rayon BD viennent pas nécessairement chercher de la BD. Ils sont peut-être juste perdus et ils cherchent des livres scolaires. Et donc, c'est plus... Il y a quand même une partie de conseils, d'indications, de gestion des clients qui s'éloigne beaucoup de ton propre rayon. Mais globalement, une journée type, c'est quand t'arrives, t'as reçu beaucoup de roulettes de réassort, parce que nous, les livres arrivent pas en carton. Tout est d'abord le circuit du livre à la Fnac, c'est que vas-y. Une fois les commandes passées, les éditeurs livrent les commandes de toutes les Fnac à l'entrepôt de Massy. Tout est centralisé là-bas. C'est les robots qui trient et qui dispatchent en fonction des demandes des différents magasins. Donc après, c'est livré par camion dans ton magasin à toi, mais c'est mis en bac, c'est pas laissé en carton. Donc c'est trié quand t'arrives. Donc on n'a pas à séparer la littérature de la BD, de la jeunesse et tout ça. Je reçois que les bacs BD, manga, comics. Qui sont triés donc par des gens, ou le tri se fait déjà à Massy alors? Le tri se fait à Massy, je crois. Faudrait pas que je dise de bêtises. J'ai redemandé des infos, mais c'est pas très très clair honnêtement le fonctionnement global. C'est une grosse machine en tout cas. C'est un truc gigantesque. On m'a dit que on se déplaçait dans Massy à vélo. Des petites voitures. Oui, c'est ça. Vraiment, ça doit être gigantesque. Je voudrais vraiment aller visiter. Ouais, ça doit être impressionnant. Ouais. Et donc, après, ton boulot, c'est comme dans toutes les autres librairies, j'imagine, c'est vider les bacs, faire le réassort de ton rayon, gérer, on peut imprimer des listings pour voir tout ce qu'on a vendu, soit dans la semaine, soit la veille, pour voir ce qu'il faut qu'on recommande. Et en même temps, conseiller les clients, avoir des rendez-vous avec les représentants des maisons d'édition et conseiller les clients. Et voilà. Du côté des represses, je sais plus si je l'avais entendu, parce qu'on a quand même souvent entendu dire, il me semble que justement au niveau des Fnac, t'avais quand même des achats qui étaient pilotés en fait par la direction en fait, et que donc du coup les commandes étaient pareil centralisées aussi. Mais toi, est-ce que tu peux ajuster, parce que quand tu vois quand même les reprises, c'est-à-dire que t'as quand même des choix à faire sur les bouquins que tu vas mettre en rayon et les quantités que tu vas commander, ou est-ce qu'en fait les repris viennent juste pour te présenter, pour te dire voilà ce qu'il y aura en rayon, mais c'est pas toi qui va décider ce que tu vas mettre en rayon? Non, on a un vrai travail de sélection et de commande. Alors on n'a pas la main sur tout, effectivement, mais il y a quand même sur les, je sais même pas combien il y en a, peut-être 150 Fnac en France ou un truc comme ça. Il y a un certain nombre de magasins qui sont des magasins acheteurs, donc dans lesquels les représentants viennent, présentent les livres et nous laissent commander les quantités qu'on veut. Mais dans ces présentations, il y a une bonne partie aussi qui se dit que tout ce qui va être un gros enjeu de vente, on n'a pas la main sur les quantités qu'on va recevoir. Donc effectivement, il y a des représentants où le début du rendez-vous, c'est alors ça c'est piloté, ça c'est piloté, ça c'est piloté, voilà. Et on va recevoir des quantités qui auront été décidées à la centrale d'achat. Mais après, pour tout le reste du programme, finalement les titres pilotés par programme, ça reste c'est pas forcément énorme en fonction des maisons d'édition. Il y a des maisons d'édition pour lesquelles il y a moins d'enjeux que d'autres, où là on a la main sur beaucoup de choses pour savoir si on les prend, en quelle quantité, ou si on n'en veut pas.
Oui, j'imagine qu'un Astérix est piloté automatiquement, que le dernier Guillaume Musso aussi. Voilà, il y a voilà. des trucs, parce que c'est vrai qu'il y a des trucs où c'est difficilement quantifiable pour nous à l'avance de dire combien d'Astérix on va vendre, donc je vais en recevoir 1500 et puis je vais tous les vendre, mais de moi-même, est-ce que j'en aurais commandé 1500 ou pas, je sais pas. Non. Voilà. Parce que t'aimes pas Astérix. J'aime bien Astérix, pas les derniers, mais sinon j'aime bien. Comme beaucoup de gens, je crois qu'on est tous attachés à l'Ogia. Mais apparemment, ceux avec Fab Caro sont pas nuls, donc pareil, j'ai pas pris le temps de les lire. De les lire non plus. Et alors comment toi, quand t'es arrivé à la Fnac, quelle a été ta vision un peu? Tu t'es dit j'ai tout un rayon BD à gérer, comment je vais le faire? Alors heureusement on est deux. Déjà, je ne suis pas toute seule parce qu'elle serait ça. On voit pendant les vacances, c'est vraiment quand même assez gros. Donc j'ai un collègue qui gère la partie strictement BD, essentiellement franco-belge, mais le comics à la Fnac c'est fluctuant, donc il y a pas mal de surtout avec tous les éditeurs d'auteurs étrangers qui sont quand même en BD classique. Surtout avec toutes les maisons d'édition maintenant qui ont multiplié les tentatives de sortir les comics du rayon comics, donc voilà. C'est sûr. Et donc il gère la BD adulte et jeunesse, et moi j'ai plutôt la partie manga comics. Donc quand on est arrivé, parce qu'on a pris les rayons à peu près en même temps, on a essayé de s'y retrouver déjà, et puis de réorganiser un peu comme on voulait. En BD, c'était déjà, la BD était un sujet qui avait été très bien géré par la personne qui avait le rayon avant. Donc voilà, c'était juste plutôt en fonction de ce qu'on appréciait en fonction de ce avec quoi on avait le plus d'affinité, qu'on recommande. En général, c'est comme ça. Donc on a beaucoup plus de fantaisie maintenant. Et pour ce qui était du manga, pareil, il y avait déjà beaucoup de... C'était plutôt bien structuré par la personne qui avait été juste avant moi. Et surtout, j'y connaissais pas grand-chose en manga. Donc, j'essaie de rattraper mon retard maintenant. Et par contre, en comics, il y avait pas grand-chose. Ok. Du coup, c'est-à-dire ça a été... il y avait les grosses séries. Il y a pas beaucoup de pilotage en comics. Donc, il y avait vraiment... On pilote pas des enjeux à 10K max de vente, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a quelques trucs, Batman, des sorties Batman qui sont pilotées, ou les spéciales Fnac aussi. Oui, ça oui. Voilà. Et donc, il y a, dans mon rayon, en fait, le comics est dans la partie manga. Il est séparé de la BD. Et en fait, j'ai 2 mètres hauts. Donc, j'ai deux meubles de 1 mètre de large. Okay. Ça s'appelle des mètres hauts. Okay, ouais. Donc, j'ai 2 étagères, littéralement, 2 bibliothèques de comics. Et à la base, pas d'espace de présentation pour. Donc, pas vraiment d'espace de présentation des nouveautés ou quoi que ce soit. Et c'était donc pas de table, pas de colonne. Pas de facing, voilà. Pas grand chose. Et il y avait surtout, il y avait du Panini, du DC et un peu de Delcourt aussi quand même. Mais c'est tout. Il y avait très peu d'indés, beaucoup de super-héros et essentiellement les nouveautés en fait. Les dernières sorties ou les gros classiques qui sont là tout le temps. Ouais, un Killing Joke, un Watchmen, voilà, c'est ça. Un Civil War aussi de l'autre côté. Voilà. Ok, donc bon, c'était pas très glorieux non plus. Il y avait pas, c'était assez vide. C'était pas un sujet il y avait des trucs, mais c'était pas un sujet que quelqu'un avait pris en charge en fait. Tous les titres étaient classés de façon indifférenciée par ordre alphabétique. Peu importe la maison d'édition, tout était juste rangé par titre. Ok, donc il n'y avait pas de délimitation entre ce qui est vraiment super-héros et ce qui n'en est pas non plus. On avait Batman en haut et Walking Dead tout en bas de l'autre côté. Et puis voilà. Le cauchemar des éditeurs qui font de l'indépendant. D'être, effectivement. Watchmen, Walking Dead. Enfin, Walking Dead, Watchmen. Comment t'as pris ce sujet
Alors, c'est un truc qui a été assez lent à faire parce qu'il fallait que je m'habitue à tout le rayon dans son ensemble, à la gestion. C'était la première fois que je gérais réellement toute seule un rayon. C'est aussi un peu impressionnant. Et donc j'ai commencé à faire du tri déjà, réarranger, re-ranger, en séparant. Du coup, maintenant tout est rangé par éditeur. Et après, alors au début, j'avais voulu séparer comics indé et super-héros. Et en fait, même si c'est mon rayon, je suis pas la seule personne qui travaille dans la librairie. Et quand je suis pas là, il faut que les autres aient la possibilité de comprendre le classement et de se repérer. Et vu que c'est pas des gens que le comics s'intéresse particulièrement, ça a pas marché. C'était un peu trop compliqué à retrouver. Donc j'ai laissé tomber. Et donc pour le moment, le rayon est classé comme ça par éditeur et ensuite par ordre alphabétique simple, en séparant quand même les collections poches du reste. Ouais. Comme ça, j'ai des étagères délimitées qui sont plus petites et j'ai plus de place pour les autres. Et j'ai gagné aussi j'ai réussi à obtenir de l'espace de présentation. Donc j'ai un pilier sur lequel je peux présenter les nouveautés et une sélection de coups de cœur, et aussi un meuble sur lequel j'ai la possibilité de faire du facing pour les nouveautés que je vais avoir en plus petite quantité, ou des titres, les plus petits titres, comme ça. Donc le facing, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est simplement le fait de présenter les bouquins avec la couverture. Voilà, ils sont pas rangés, on voit pas que le dos, c'est vraiment on voit la couverture. Donc effectivement, c'est une mise en avant qui est importante. Mais c'est compliqué d'obtenir justement un espace de présentation. Faut dialoguer avec la direction. Il faut avoir un responsable de département compréhensif et conciliant, qui est prêt à écouter et qui, par chance, aime les comics. Donc le mien était tout ça. Donc c'était vachement bien de discuter avec lui, de travailler avec lui, parce qu'il m'a embauché. Et il m'a dit, voilà, maintenant c'est ton rayon, tu fais comme tu veux, tu peux faire les changements que tu veux, tu peux commander ce que tu veux. Voilà, on te fait confiance, et puis on va voir si ça marche. Si tu fais du chiffre, c'est ça, oui, bien sûr. Ça veut dire que ce que tu fais, ça fonctionne, et si ça fonctionne pas, on essaiera autrement. Donc j'ai réussi à modifier suffisamment l'espace manga pour gagner de la place pour le comics. J'ai pas plus d'étagères, mais j'ai plus de présentations, et ça marche bien. Du coup, à partir du moment où ça marche, tout le monde est conciliant avec toi. Oui, c'est sûr que si... C'est comme ça. Ouais. Donc, c'est pas, finalement, vu qu'il m'avait embauché avec cet espoir-là, que j'allais justement réussir à faire quelque chose, c'était pas difficile de négocier. C'était juste, est-ce que tu penses que ça va marcher ? Est-ce que ce que tu mets en place là, ça va te rapporter plus que ce qui était en place avant ? Et puis, on voit si ça marche ou pas. Ah, mais c'est vraiment ça qui est intéressant, et que de toute façon que j'avais déjà noté en parcourant différentes enseignes, que ce soit et même avec le prix des libraires qu'on fait pour les First Print Awards, d'avoir été contacté par toi et par des gens qui étaient à des Cultura ou des espaces Leclerc. En fait, c'est une question de personne, vraiment. Parce que au cours des quelques dernières années, on avait beaucoup vu de photos de rayons Fnac, où justement, notamment avec le boom du manga et avec un fonctionnement plus de rentabilité au mètre linéaire, de voir que les comics étaient délaissés, c'était un peu le vilain petit canard. Mais voilà, toi, en fait, t'as dit non, en fait, je vais pas juste fonctionner au mètre linéaire. Et alors après, t'as eu aussi une direction, qui était conciliante. Mais c'est pas le cas partout. Il y a des endroits où si les libraires du rayon BD en ont vraiment, alors c'est pas qu'ils s'en foutent, mais juste que ça les intéresse pas et qu'ils s'y connaissent pas, donc ils ont pas envie plus que ça de défendre ce rayon. C'est pour ça qu'ils disparaissent alors. Oui, c'est ça. En fait, si c'est chez moi en tout cas, c'est un rayon qui marche quasiment uniquement au conseil. C'est pas, je travaille dans un centre commercial à côté d'une gare.
j'ai pas un public spécialisé qui va venir particulièrement chez moi, surtout qu'à Lyon, il y a d'autres librairies comics spécialisées qui sont très bien. Oui. Donc, les gens vont plutôt par là-bas. Et moi, ce que je peux surtout faire, c'est, alors si j'ai quand même les ados qui viennent traîner dans le centre commercial et acheter Invincible. Ouais, Okay. beaucoup. Invincible, c'est un gros succès. C'est un des trucs qui marche le mieux là. Et donc en plus, à chaque saison qui revient, c'est et donc les intégrales alors. Ouais, les intégrales. Les grosses intégrales, quoi. Okay. Le pass culture sert pas mal à acheter Invincible. Ah bah trop bien. Chez moi, donc ça c'est cool. Pour une fois que c'est pas Naruto. Hein, aussi. Vu que c'est un rayon qui marche pas mal au conseil, t'avais pas un public spécialisé. J'ai pas un public spécialisé qui vient nécessairement pour les comics. Ils viennent pour traîner, acheter des BD, trouver des cadeaux d'anniversaire. Et donc, moi, mon rôle, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est, si on me demande une thématique très large, je vais aller piocher dans les comics pour proposer des trucs qui vont être différents de la BD franco-belge à laquelle ils s'attendaient finalement. Donc c'est ça qui est intéressant à faire. Et alors, est-ce que tu as constaté un petit peu, justement sur ce public un peu plus volage, c'est quoi que tu leur conseilles le plus facilement? Comment tu structures en fait, et notamment avec ton pilier de présentation, c'est quoi ce que tu veux mettre en avant? Ça dépend. Ce que j'arrive le mieux à vendre, je pense, et ça vient aussi de ce que je lis, c'est que je conseille beaucoup plus facilement aux gens de l'indé que du super-héros. C'est plus difficile de conseiller aux gens du super-héros parce qu'il y a ce truc de ah non mais j'y connais rien, je vais pas comprendre de quoi ça parle et tout ça. Et moi pour l'instant j'en ai pas non plus lu énormément. Je suis pas du tout c'est pas parce que je suis tombée dans le comics que je lis que ça. Et même si j'aime ça, j'aime aussi d'autres trucs. Et quoi? C'est vrai. Tu oses. C'est un scandale. Tu oses. C'est un scandale, désolé. C'est pas comment dire. Je suis aussi un peu comme ces gens qui ont du mal à se mettre aux super-héros parce qu'il y en a trop. Moi aussi, j'ai eu du mal à m'y mettre parce qu'il y en a trop. Maintenant, j'arrive plus à lire certains trucs et à me dire ah bah j'aime bien ce personnage, je vais aller découvrir d'autres titres. Et je me rends compte qu'en fait, plus je les lis et plus facilement je les conseille à des gens, même si c'est pas du super-héros qu'ils étaient venus chercher. Et moi, tu te forges ton propre parcours de lectrice voilà, aussi ça, sur le temps. Ça prend du temps et du coup, petit à petit, je sens que j'arrive plus facilement à conseiller des trucs très diversifiés, mais c'est plus facile de faire venir les gens dans le rayon comics en leur présentant un truc indé que qu'en leur présentant du super-héros. Le classement comics de la Fnac est très étrangement aléatoire. Ouais. Tu vas avoir typiquement Toutes les morts de Layla Starr est une BD et Le dernier festin de Rubin est un comics. Ah oui, alors qu'ils sont pourtant dans le même format. Le même format, les mêmes auteurs. Et en plus, c'est la même équipe créative, voilà, c'est ça qui est encore... pareil, alors... Je crois qu'elle a changé de rayon, mais jusqu'à il y a pas longtemps, Hélène de Windhorn était une BD. Et Supergirl, Woman of Tomorrow, merci, est un comics pour le coup. Donc c'est pareil, même équipe créative et rayon différent. Ouais, après celle-là, je la comprends plus. C'est vachement logique, plus compréhensible puisque effectivement Supergirl c'est une super-héroïne, donc c'est dans le comics, alors que Hélène de Windhorn ça reste une création originale et puis Glénat maintenant fait tous ses comics en hors collection. Il y a plus de label. Il y a plus de comics. De Glénat Comics. Par contre, pour Layla Starr et Rubin, ça n'a aucun sens. Non. Du coup, je suis à peu près certain que j'ai jamais compris. Que s'il n'était pas au courant, François, quand il va entendre ça, s'il écoute ce podcast, il va se taper la tête. Ouais, des fois, c'est pas très clair. On sait pas. On se dit que peut-être c'est au niveau de vente. Toutes les morts de Layla Starr, ça a été un énorme succès. Donc ça va en BD. Ça va en BD. Ce qui est encore plus terrible. C'est pour flinguer un peu plus les chiffres comics à la fin. Oui, c'est ça, voilà. Ouais, c'est ça. Non, le rayon BD, ça fait que des ventes. Ouais, et tout ce qui vend pas, on va le mettre dans le comics. Du coup, même si t'as un manga qui se plante, allez, mettez-le au rayon comics. Et il y a aussi, parce que tu disais que t'avais une étagère spéciale pour les poches. Ouais. C'est un truc qui fonctionne bien quand même parce que c'est vrai que
même si on connaît pas les super-héros et que effectivement t'as des gens qui sont souvent un peu impressionnés par le choix en fait, et d'avoir trop le choix, ça tétanise un petit peu. Mais c'est vrai qu'avec les collections poche depuis quelques années, l'idée de ces maisons d'édition, c'est d'avoir un peu fait la bibliothèque idéale, et surtout pas trop cher, pour que justement le frein un peu de la peur de pas aimer en fait soit contrebalancé par un prix attractif. Est-ce que tu vois que les poches c'est quelque chose qui fonctionne vraiment beaucoup? Est-ce que ça porte le rayon comics, ou est-ce que c'est ok mais sans non plus raz-de-marée? Ça marche. Chez moi, ça marche pas mal parce que j'ai un public qui vient, part en vacances, achète des livres pour le train, c'est comme ça, donc ça fonctionne pas mal. Les Panini fonctionnent mieux que d'ici pour le coup, et je pense qu'effectivement ça rend vraiment accessible à plein de gens des BD qu'ils auraient pas acheté des comics qu'ils auraient pas acheté en temps normal. Donc, au début, à l'arrivée des premières vagues, la Panini, je recevais des quantités pilotées astronomiques. Donc, ça partait... Enfin, tout ne partait pas. C'est pas un raz-de-marée de vente non plus. Non. Et c'est pas ce qui porte le rayon du tout. Mais par contre, ça attire des gens qui viennent vraiment pour chercher ça, et ça leur permet de découvrir pas mal de trucs. Donc, c'est cool. Et il y a quelque chose qui marche particulièrement, super-héros? Absolute. Ouais, Absolute, ouais. Ça, là, depuis le début de l'année, j'en vends beaucoup. Tout le temps, beaucoup. Même tous, en fait. Je m'attendais à vendre essentiellement Batman. Bon, je vends essentiellement Batman. Oui. Mais finalement, à chaque fois que je remets du Absolute Martian Manhunter ou même Green Lantern, tout, je vends tout. Donc, je suis hyper surprise, mais vachement contente parce que ils sont bien. Et puis ça amène les gens quand même vers d'autres trucs, parce que j'ai discuté avec quelqu'un de celui de Green Lantern que j'avais lu pas longtemps avant, et qui moi m'avait donné envie du coup de découvrir le personnage, parce que je connaissais pas du tout de Green Lantern. Et du coup Far Sector était sorti en poche. Du coup, j'en ai profité pour le lire, et en discutant avec ces gens-là, j'ai dit du coup, si vous aimez Green Lantern, j'ai aussi celui-ci qui parle du même personnage, enfin un personnage que vous retrouvez dedans, et comme ça attire les gens qui repartent du coup avec les deux, et qui découvrent un peu tout. Ouais, ce qui fait vraiment l'office de porte d'entrée au final, de dire voilà, vous avez apprécié cet univers-là, mais sachez qu'il y a quand même d'autres versions. Sachez que le personnage, il existe dans une autre version, dans un autre univers, et que vous n'avez pas besoin finalement de connaître particulièrement tout l'univers et tout l'historique, même pour comprendre ce titre-là, par exemple. Ouais, après, surtout sur Far Sector, qui était vraiment publié en plus vraiment hors continuité. C'était très bien. Au départ, quoi. Mais après, faut maintenant ensuite aller recommander le Green Lantern de Geoff Johns, les autres albums, mais qui quelque part sont pas plus difficiles d'accès à mon sens. Après, bon. Mais plus, voilà, c'est plus difficile toujours de lancer les gens après dans une grande série, dans plein de titres en fait. Et puis comme j'ai dit, du coup moi j'ai 2 mètres de large d'espace comics, et du coup ma capacité à avoir des séries en entier est très limitée. Oui. Du coup je suis vraiment obligée de restreindre ce que j'ai, mais j'ai la chance d'avoir tout le système de la Fnac derrière moi, qui fait que j'ai pas celui-ci, mais je vous le recommande, il est très bien, je peux vous l'avoir demain après-midi. Oui, les commandes sont très rapides. Un gros avantage. Tu passes une commande et tu l'as sous c'est 24 heures. Ça, c'est quand même hyper pour la majorité des trucs. Après, il y a des trucs, on n'en a pas en stock, mais l'entrepôt à Massy est suffisamment grand pour qu'on ait du stock de beaucoup de choses. Ouais. Ça, et en termes de reprêt, tu reçois les reprêts de toutes les maisons d'édition, ou il y en a qui passent sous le radar de la Fnac parce que c'est trop petit? Alors, je pense qu'il y a des trucs qu'on n'a pas, mais vu qu'on a les représentants
le catalogue de plusieurs maisons d'édition, même quand c'est des petites maisons d'édition, finalement, elles sont représentées par quelqu'un qui les a dans son catalogue. Donc, je pense. Après, peut-être qu'il y a des trucs, effectivement, que je connais même pas, que je vois pas, mais j'ai l'impression que je fais quand même globalement le tour d'un peu tout le monde. Parce que tu essaies quand même, effectivement, d'avoir parfois des bouquins où tu sais que tu vas pas forcément en vendre beaucoup, voire peut-être pas pendant un certain temps, mais où c'est important pour toi de dire, je lui alloue quand même cette petite place parce que même pour l'image de la librairie, enfin de mon rayon, c'est important d'avoir parfois même un ou deux albums. Ouais, il y a des trucs que je garde malgré tout, malgré le fait que je les vende pas parce que je les aime bien et qu'à un moment donné, peut-être que effectivement, je vais tomber sur quelqu'un qui les aimera et à qui j'arriverai à les conseiller. Après, on a des créneaux de retour assez stricts on nous donne en fait tous les mois un énorme pavé de listing de retour à faire parce que ça a dépassé les 3 mois sans vente. Okay. Donc on peut choisir de ne pas tout renvoyer. On sait qu'à un moment donné il va quand même falloir que ça s'en aille parce qu'on n'a pas réussi à les vendre de toute l'année ou un truc comme ça. Parce qu'il y a un suivi quand même des bouquins qui sont là, ils peuvent pas y rester éternellement. Alors c'est ça. Au bout d'un moment, c'est vrai que t'as pas la place non plus de garder quelque chose que même si tu l'aimes du fond du cœur, si tu le vends à personne, à un moment donné il faut se dire tant pis. J'ai besoin de la place aussi pour vendre d'autres trucs que j'ai aimés qui sont plus récents et que peut-être j'arriverai à vendre. Ouais, parce qu'en plus on le connaît, il y a un cycle de nouveautés qui est super important. Alors à l'ensemble du milieu de la BD, c'est pas, mais comics y compris aussi. Donc c'est ça. Est-ce que même quand tu reçois quand tu vois tous les cycles, à chaque cycle les repris qui reviennent, tu te dis est-ce que tu dis mais il y a trop en fait, je sais pas quoi commander. Bon, effectivement, je vais reprendre les absolutes. Mais ils arrivent tous les 8 mois, donc ça va, c'est gérable. Mais c'est vrai qu'entre temps, il y a 12 000 autres trucs, quoi. Et je sais, par exemple, et après, voilà, t'es dans une enseigne qui est quand même assez grand public, c'est pas spécialisé, et en plus, t'es près d'une gare, donc t'es sur un public plus volage, on va dire, pas forcément des gens qui viennent, qui reviennent à chaque fois. Donc j'imagine que, par exemple, je pense aux intégrales Marvel classiques, je suis pas sûr que t'en aies forcément en rayon. Est-ce que je me trompe? C'est vraiment les intégrales cartonnées qui reprennent les publications des années 60 à 90, quoi. Je les ai quand elles sortent, en fait. Parce que, mine de rien, même si j'ai un public là en grande majorité de passage, y a quand même des gens habitués qui reviennent tout le temps. Et donc, j'ai un client qui m'achète toutes les intégrales quand elles sortent. Parce qu'il sait que tu les auras. Donc parce que il vient, il sait que je les ai, il les prend. Et puis voilà, mais c'est des trucs que je vais avoir à l'unité et que je recommanderais pas une fois que je l'ai vendu parce que je la vendrai jamais à personne d'autre en fait. Après, ça dépend là. J'ai quand même, depuis le début de l'année, malheureusement, la librairie Glénat a fermé, qui était dans le centre commercial. Elle était dans le même centre que vous. Même centre commercial. Et ça m'a attristé. Se reporte. Donc, il y a des trucs que je ne vendais pas vraiment, que je vends davantage maintenant, que ce soit en manga ou en comics. Donc, maintenant, il faut que je revoie aussi mes quantités, des fois, sur certains trucs avec les repris où je réaugmente parce que j'ai plus de demandes sur certains titres. Notamment, tous les formats souples, d'ailleurs, que je vendais quasiment pas et maintenant plus. Donc on n'avait pas vraiment les mêmes publics. Donc format souple. Les Marvel World là. Impérial. Oui, les X-Men. Enfin voilà, les publications mensuelles et trimestrielles de Panini alors. C'est ça, ouais. Ouais, ça c'est vous les. J'ai très peu de public là-dessus. Un peu parce que là, c'est vraiment, au fur et à mesure. Parce que ça, c'est vraiment un peu, on va dire, je pense un peu à la fois pour les connaisseurs qui sont attachés à ce reliquat de ce qu'était le kiosque avant et aux gens, en tout cas, les plus déter aussi, qui veulent vraiment, qui ont cette passion de lire mois après mois les séries, quoi. Ouais. Donc celui-là, tu l'avais pas, quoi. Ça, c'est pas un public que j'ai énormément. Que j'ai un peu plus, en fait, au fur et à mesure que j'essaye de mettre certains titres en avant. Parce que par exemple Exquisite Corpses marche pas trop mal. Ouais. Alors, j'en vends pas des dizaines, mais
Mais finalement, quand je les ai, j'en prends une quantité qui marche et je peux en réassortir et en revendre. Après, c'est des trucs que je conseille aussi assez facilement. Mais petit à petit, en fait, ça vient. Au début, j'ai pas tant de... J'ai une personne qui achetait les X-Men, une personne qui achetait les Ultimates, et au fur et à mesure que ça se développe, j'ai de plus en plus de clients là-dessus. Donc il y a quand même des gens qui suivent aussi les super-héros en format régulier. Ouais. Très bien. Et alors, moi j'avais une question aussi, parce que comme dit, la première fois que je t'ai rencontré, c'était parce que tu voulais de la signalétique pour les First Print Awards, pour notre prix des libraires. Ça, c'est quelque chose que t'avais toute liberté de faire, ou t'as dû aussi dialoguer avec ta direction? Parce que moi, ça m'a fait super plaisir, du coup, de voir que, qu'on avait aussi des libraires de la FNAC qui s'intéressaient à nous, mais comme quand j'avais vu les posts de Benoît, au tout début. Ouais, est-ce que ça, parce que c'est pas banal, parce que concrètement, on est personne, tu vois, on est juste un petit podcast et d'un coup, on se retrouve quand même à avoir un peu d'affichage dans une très grande enseigne. Donc, je voulais voir un peu comment ça se passait, ça. Alors, l'avantage que j'avais, du coup, c'est que j'avais écouté les podcasts avec Benoît et je le suis sur Instagram. Et donc, j'avais vu qu'il faisait des mises en avant First Print. Et moi, je vous écoute depuis que j'avais emménagé à Paris. Et donc, quand j'ai bossé à la FNAC, que j'ai découvert qu'il y a des gens qui pouvaient mettre en place des trucs avec une signalétique qui n'est pas chartée FNAC, parce que à la base ça se fait pas trop, même pour ce qui est des box éditeurs ou des trucs comme ça, il faut qu'il y ait un logo FNAC dessus, sinon on peut pas les mettre. Donc j'ai toujours pas les meubles, par exemple, pour les poches ou les trucs comme ça, parce que c'est pas charté. Et donc, quand j'ai vu qu'on pouvait quand même réussir à négocier, je suis allée voir mon responsable et j'ai dit, regarde, à la Défense, ils font ça, est-ce que je peux faire pareil? Qui m'a dit, ouais, je sais pas, parce que bon, c'est pas, enfin, on fait aussi de la pub pour d'autres gens que nous, machin, donc j'ai un peu négocié. Et en fait, ça s'est quand même fait assez facilement parce que j'empiète pas non plus sur le reste de l'espace. Je reste dans mon coin. C'est juste de l'affichage qui va attirer un peu d'attention. Donc ça allait. J'ai pas rencontré d'hostilité, de blocage particulier. Donc c'était cool. Surtout... Et puis, vu que ça avait marché la première année, j'ai pu le refaire cette année. J'ai dit, je l'avais déjà fait l'année dernière. Du coup, on m'a laissé faire. On m'a même donné plus de place. Donc, c'était chouette. C'était de pouvoir dire, ouais, je fais partie d'un jury. Je vote pour un truc. Et du coup, ils étaient d'accord pour me laisser vraiment jouer le jeu et faire la mise en place. Et du coup, cette année, pour le coup, ça a bien marché. Ouais, t'as vu un peu, parce que j'ai très peur de te poser la question en étant enregistré, parce que si tu me dis que ça bide, moi je coupe pas au montage, donc j'assumerai. Mais ouais, est-ce que t'as vu un petit peu quand même, parce que c'est important aussi, même que ce soit entendu et dit, ne serait-ce que pour aussi tous les autres libraires qui participent à ce jury, tous les gens qui nous écoutent et même les éditeurs qui acceptent d'envoyer les bouquins, quoi. L'important, c'est que c'est un petit peu de visibilité quand même. Donc ça a attiré l'œil. L'année dernière déjà, ça a attiré l'œil un peu sur le rayon. J'avais pas fait des ventes particulièrement là-dessus. Cette année, il y en avait. Du coup, j'en avais aussi lu beaucoup plus de la sélection. Forcément. Et donc, c'était aussi plus simple de mettre. Nous, pour attirer l'œil des gens, on a des coups de cœur. Coups de cœur, ouais. Même s'ils sont très codifiés. Donc c'était plus facile de mettre vraiment les pastilles avec les coups de cœur dessus aussi. Donc l'affichage attire l'œil et après le fait que ce soit commenté et qu'il y ait un avis dessus aide aussi. Oui, parce que tout le monde, voilà. Là, les 3/4 des gens ne connaissent pas en fait. Ils voient le logo First Print Awards, mais ils savent pas ce que c'est. Ça a attiré la curiosité des gens, le fait que j'ai 2 panneaux aussi dessus et que j'avais commandé plus de quantité des titres. Faisait qu'aussi ça avait plus vraie mise en avant que l'année dernière. Et en fait, j'ai eu des ventes sur des trucs que je vends pas forcément non plus trop à l'année, qui là marchait bien. Le Batman et Robin année 1, il a vachement bien marché. Ouais. Et donc c'était ce qui n'est pas une évidence de ce que tu nous racontes. Que ça marche bien. De ce que tu nous racontes de ta librairie, c'était pas du tout une évidence. Non, pas trop.
s'il n'y avait pas eu de cette sélection. Et puis j'ai des gens qui sont venus j'ai 2 clients qui sont venus me voir en disant ouais c'est vachement bien d'avoir mis First Print en avant, donc des gens qui écoutent, d'avoir fait d'avoir joué le jeu, d'avoir fait la sélection et tout, même dans une Fnac. Donc les gens étaient contents en fait aussi de voir ça. De voir ça. Moi je suis aussi content. Même s'il y a tout aussi, si dans chaque Fnac de France pouvait y avoir une libraire aussi investie que toi et qui a à cœur de défendre les comics, ce serait bien, parce que le but c'est de participer à c'est ce que tu fais, c'est ce qu'on fait tous, quoi, c'est de participer simplement à défendre cette partie de la production BD qu'on c'est a. Important que je trouve que c'est important d'essayer de défendre un peu tout, pas que le franco-belge, pas que les trucs qui se vendent aussi pas vraiment plus facilement. Il y a plein de trucs en franco-belge qui sont difficiles à vendre, mais qui sont quand même malgré tout plus connus et plus facilement lisibles. Après, c'est sûr que malheureusement, j'ai pas le temps de m'en occuper autant que je voudrais, parce que le manga c'est très chronophage. Aussi, oui. La BD aussi, mais non, en fait, ça. J'ai regardé mes chiffres avant le podcast justement par curiosité, de me dire est-ce que ce que je fais marche vraiment ou pas a du sens. Et en fait oui, vraiment, ça se voit vraiment que en s'y intéressant et en faisant l'effort de le mettre en avant, ça fonctionne vraiment. Donc c'est chouette. Très bien. Et alors j'ai une question piège pour conclure. C'est pas un vrai piège. Attends, quand je la vois, elle est en train de se mortifier. Non, c'est juste parce que c'est un truc sur lequel moi je discute beaucoup avec ce cher Run. Le label 619, il est classé où à la Fnac, par Dieu? Ah, c'est compliqué. Alors nous, on doit malheureusement ou heureusement se fier à l'étiquetage qui du coup n'est pas de notre fait. Qui vient de Electre, donc en fait un truc qui est étiqueté BD, pour que des gens le repèrent, il faut qu'ils soient en BD. Des trucs qui sont étiquetés comics, pour que les gens le repèrent, il faut qu'ils soient en comics. Donc il y a tout ce qui va être Moutaf Kaz, Doggy Bag, même Jaune. Oui, Jaune aussi, je crois. Jaune aussi. C'est des trucs qui sont étiquetés comics. PTSD, il est étiqueté comics. Des trucs comme ça, voilà. Du coup, je les ai au rayon comics. Tout le reste est en BD. D'accord. Et Shin Zero est partout, parce que je sais pas où le ranger. Du coup, il est en manga, en comics et en BD. Ok, t'as fait les trois. Il y en a où j'essaye vraiment. Ce que tu pourrais faire pour Jaune aussi, qui pourrait être aussi un peu en manga. Alors pour le coup, Jaune marche beaucoup moins bien que Shin Zero chez nous. Du coup, il est rangé d'ailleurs avec mes grands formats manga en fait, aussi, et en comics, mais pas en BD pour le coup. Ouais. Non, peut-être pas. On envisage de se faire une section en haut de panneau BD, label 619, et de tout mettre dedans. Ouais. Mais pour le moment, il y a des trucs pour lesquels en comics j'ai la place de doubler et d'autres non. Donc il y a par exemple Toutes les morts de Layla Starr est retournée en comics, et j'en ai aussi en BD. On va faire et des trucs comme ça pour plusieurs titres qui pourraient avoir leur place dans les deux. Donc, qui sont, à mes yeux, sont du comics et sont classés en BD chez nous. Mais donc, il y a peut-être une envie aussi de pouvoir faire une sorte de corner ou de box label 619 parce aussi. Parce qu'on a vraiment, ils ont un public qui vient pour eux, et on a vraiment des lecteurs qui viennent chercher du label 619. Donc, plutôt que de courir dans toutes les parties du rayon pour les chercher par ordre alphabétique, c'est plus simple. Pourquoi ne pas les réunir au même endroit. Très bien. Voilà, c'est à réfléchir parce que ça prend de la place quand même. Bah oui, il faut voir tout ça. Bah écoute, merci beaucoup Juliette de ton temps et de nous avoir expliqué ton parcours et comment ça se passe dans la Merci pour Fnac. l'invitation. Et voilà, donc c'est la fin de ce, je crois que c'est le 5e rendez-vous de nos amis les libraires. On espère que ce format, ça vous plaît. On va continuer d'aller interroger des libraires dans toute la France tout au long de l'année, jusqu'à ce que vous en ayez marre, ou alors jusqu'à ce que j'ai fait les 3000 librairies de France. Non, je sais pas combien il y a de librairies spécialisées BD en France, mais il y a de quoi tenir quand même jusqu'à ma mort, clairement. Mais on espère surtout que ça vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à faire
connaître le podcast et les personnes qui y passent en partageant, en parlant sur vos réseaux sociaux. Si vous allez dans des Fnac, parlez-leur de ce podcast pour que tout le monde prenne les bonnes décisions comme Juliette le fait. Et vous pouvez également poursuivre la discussion sur notre site, sur notre Discord, mettre des petits sous sur notre Tipeee pour qu'on continue de faire des podcasts sur le temps long. Et en attendant, je vous remercie de nous avoir écoutés. Puis Juliette, je te dis à très bientôt. À bientôt. Salut.